Si vous vous intéressez à la question du traumatisme, je rentre juste de Bruxelles où j'ai eu la chance d'aller assister à un congrès organisé par l'IEFSH qui traitait spécifiquement de ce sujet. Il y avait tout un tas d'intervenants hyper pertinents qui se sont succédés pour venir parler de leur expérience dans le domaine. Donc si cette question vous intéresse, je vous propose de vous emmener avec moi pour vivre ce congrès de l'intérieur. Suivez-moi. Le colloque s'est ouvert sur une introduction d'Edith Goldbetter-Mehrenfeld dans laquelle elle a fait un hommage à Moni Elkheim, puisque c'était le premier colloque de l'IEFSH qui s'organisait sans lui. Elle a donc tourné son introduction autour de la question du traumatisme, qui sera le thème de ce colloque, tout en ouvrant la discussion et en se demandant de quelle manière il était possible de trouver de nouvelles ressources pour aider les familles à trouver des repères dans ce monde basculant. Suite à cela, nous avons pu découvrir une interview qui avait été filmée de Boris Cyrulnik. Il a parlé notamment de 3 niches éco-psychologiques impliquées dans la question du traumatisme. La première, c'est tout ce qui va se passer in utero, avec la question du stress chronique et durable, puisque quand la mère parle, le bébé déglutit et avale du liquide amniotique, sauf que ce liquide peut être plein de cortisol. Et on a pu voir des cas dans lesquels les bébés arrivaient au monde avec une atrophie des systèmes limbiques, ce qui impliquait un trouble de la mémoire et des émotions, ce qui est dû non pas à la mère, mais au malheur de cette dernière. Donc il dit que malheureusement, si une mère est malheureuse, le bébé arrive au monde avec des altérations cognitives. Sauf que la synaptisation est tellement faramineuse dans les premières années que c'est plein d'espoir et que si on sécurise parents et enfants, le processus magique se met en place. La deuxième niche écologique, c'est la présence et la sécurité des parents. Donc ce qu'il dit, c'est que le retard peut se rattraper si on organise une niche sensorielle suffisamment sécure autour du bébé. Et enfin, la troisième, ça va être la parole. Et il a pu dire à ce moment-là que Françoise Dolto, avec un instrument scientifique qui s'appelle le pifomètre, avait déjà pu avoir l'intuition qu'il fallait parler au bébé, que la parole est tellement importante qu'elle est un formidable instrument au service de la résilience. Donc il dit qu'évidemment il faut parler, mais qu'il faut faire attention quand même, puisque quand on parle trop, on transmet les horreurs. Il explique que certains parents qui avaient vécu Auschwitz parlaient beaucoup de ce qu'ils avaient vécu et les enfants avaient des crises d'angoisse immenses. Et à contrario, ceux qui ne parlaient pas pour protéger leurs enfants empêchaient ces derniers de comprendre, de se représenter les choses et donc s'imprégner du vécu émotionnel de leurs parents sans pouvoir les métaboliser. Donc il résume ça en disant « Si tu parles, tu transmets l'horreur et si tu ne parles pas, tu transmets l'angoisse. » Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est dans ce cas de figure qu'il dit qu'il faut donner la parole aux comédiens, aux romanciers, à l'art, à un tiers qui peut transmettre sans entrer dans l'émotion. Il raconte notamment que lui-même, il n'osait pas parler de ce qu'il avait vécu à ses enfants, et maintenant, quand il en parle avec ses petits-enfants, il le fait en souriant. Et un jour, son petit-fils lui a dit « Mais papé, tu es Zorro !» Et ainsi, il s'est représenté une image romancée de la réalité qui la lui rend accessible, mais non traumatisante. Ensuite, nous avons eu une intervention d'un philosophe qui s'appelle Jean-Michel Longnaud et qui s'est attelé à définir le traumatisme en philosophie. Il pouvait dire notamment qu'au fond de l'existence humaine est une souffrance liée au fait d'être confronté, au fait qu'on est limité, qu'on ne peut pas tout avoir, tout connaître, tout posséder. On en est réduit à cette finitude humaine qu'on n'est pas foutu de savoir supporter et au fin fond de notre vie, il y a cette souffrance originaire qui nous constitue et qu'on passe notre vie à essayer d'oublier. Il a notamment différencié les crises et les traumas dans le sens où les crises sont des événements qui, une fois qu'on en sort, nous pouvons reprendre le cours de notre vie presque comme avant avec une expérience en plus. Quand on en sort, en fait, on peut se rendre compte que c'était une opportunité d'en apprendre quelque chose. En revanche, les traumatismes sont très différents car c'est une épreuve de laquelle on ne sait rien faire et qui nous laisse vivants
avec des séquelles. Et il a notamment ensuite parlé de différents types de familles traumatisantes, ce qu'il appelle dans une première catégorie les familles absentes, c'est-à-dire soit les familles où les parents sont physiquement absents, soit celles dans lesquelles ils le sont psychiquement, et ensuite les familles qui sont trop présentes, soit celles dans lesquelles on va retrouver des violences, des intrusions, des limites excessives qui bloquent toute tentative de prise d'initiative et de liberté, soit les familles qui l'estiment trop aimantes, c'est-à-dire qui engluent les enfants dans quelque chose qui les empêche de s'individuer. Suite à cela, Araxi Matossian est venu présenter 3 cas cliniques, un qui était axé sur sa clinique dans l'accompagnement des enfants étant atteints de mucoviscidose, un autre exemple qui était issu de sa pratique en soins intensifs, donc ça faisait 2 cas cliniques différents, un de la chronicité et l'autre de la crise, et enfin un 3e cas qui n'était pas à l'hôpital mais dans sa pratique privée. Et pour clôturer cette première matinée, il y avait ensuite Michel Sylvestre qui est venu parler de sa grande expertise dans le domaine du traumatisme. Il a notamment expliqué qu'on commence à connecter de plus en plus traumatisme avec vie familiale. Il a notamment parlé du fait qu'aujourd'hui les violences se déplacent de plus en plus vers la sphère domestique, ce qui fait qu'on peut parler de traumatisme dans cette sphère-là alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Ce qui était également très intéressant, c'était de voir de quelle manière est-ce qu'il proposait une vision systémique de la situation. Et donc, même s'il fait des accompagnements, par exemple, avec de l'EMDR, avec certains patients, il a vraiment cette vision que le thérapeute peut en même temps faire des séances de EMDR, faire des séances de thérapie familiale, convoquer les partenaires, et que donc il n'est pas forcément nécessaire de faire appel à tout un tas d'intervenants différents. Un même thérapeute peut, avec une vision systémique, intervenir avec pertinence. Et il considère qu'aujourd'hui il est question d'être proactif, c'est-à-dire que dans le travail sur le traumatisme, il doit y avoir un changement de paradigme dans le sens où il faut passer d'une culture de la demande chez le patient à une culture de la proposition de la part du thérapeute. Juste après la pause déjeuner, il y avait notamment Serge Goldman qui a pu faire toute une intervention sur l'inscription et la désinscription neuronale du trauma, donc quelque chose qui était vraiment axé sur les neurosciences, suite à quoi Romano Scandariato a pu parler notamment du deuil traumatique et de la différence entre le deuil normal et le deuil pathologique. Ensuite, après la pause, on a pu découvrir un film qui s'appelle « Tout va s'arranger » ou pas, entre parenthèses. C'était un film sur les traumatismes et la souffrance des jeunes, notamment en lien avec la pandémie de Covid-19 et des différents confinements. Il y avait notamment des témoignages de jeunes en décrochage scolaire accueillis dans des services de soins spécialisés et en grande souffrance, souvent en dépression sévère. On y voit également des étudiants qui racontent leurs souffrances et des professionnels de l'éducation qui disent à quel point la situation leur paraît problématique et alarmante. Il y avait le réalisateur du film, notamment dans la salle, qui a pu être là durant la table ronde qui était organisée juste après la projection du film. Et lors de cette table ronde, il a notamment été évoqué la question du besoin d'un appareil psychique collectif à l'adolescence. En fait, les adolescents ne vont pas forcément trouver leurs parents et ont un très grand besoin de sentiment d'appartenance groupale. Et cette période de Covid a montré l'absence de stratégie d'accompagnement psychosocial durant cette période. Donc il y avait vraiment cette idée de politique de prévention en utilisant le groupe classe plutôt que de vouloir mettre un psy derrière chaque étudiant. Ça y est, c'est la fin de la première journée, je sors de l'Université libre de Bruxelles. C'était une journée hyper intéressante et j'ai déjà hâte d'être à demain qui s'annonce une journée tout aussi passionnante. Deuxième jour de colloque s'est ouvert sur une vidéo qui avait été enregistrée au domicile de Sigi Hirsch et dans laquelle il pouvait parler de toute son expérience avec beaucoup d'humanité. Et dans l'ordre de succession, c'était presque une évidence que Robert Neuburger puisse prendre la parole pour parler de la question du traumatisme. Il a notamment évoqué le fait que le traumatisme est un événement qui remet en question notre sentiment d'exister. Premièrement, c'est une attaque à notre sécurité de base. Ça peut être un désamour, un abandon, une injustice, un divorce, etc. Et deuxièmement, ça peut être une effraction dans notre territoire et domaine d'intimité. C'est le cas notamment d'un viol, d'un cambriolage, etc. Il expliquait notamment que les traumas précoces sont les plus dommageables à cause de l'absence de parole. Et dans l'accompagnement thérapeutique, le point de départ, ça va être de son point de vue de reconnaître, d'accepter l'irréversible, de situer le trauma dans le passé sans le nier, se dire que cela a été.
car pour lui, donner consistance aux souvenirs, c'est ce qui va permettre de mettre en place la résilience. C'était une intervention qui était vraiment très intéressante et qu'il est difficile de résumer. Et vu l'intensité et la longueur des applaudissements après son intervention, je pense que je n'ai pas été le seul à l'apprécier. Ensuite, Marion Feldman est venue parler de sa clinique auprès des ex-enfants juifs cachés en France et de leur descendance. Et elle a notamment parlé de quelle manière est-ce que les traumatismes peuvent se répercuter de génération en génération. Ce qui produit en fait comme une sorte d'emboîtement générationnel, et il va être question ensuite à un niveau thérapeutique de venir travailler aux espaces-temps psychiques de chacun. Ensuite, Isabelle Duré a notamment parlé dans son intervention de l'effraction traumatique, de l'expérience de figement à l'origine de nombreux symptômes somatiques. Elle a notamment donné un cas clinique d'une femme qui avait été victime d'inceste n'ayant jamais été reconnue, mais également des femmes rwandaises qui avaient vécu le génocide des Tutsis et qui avaient pu expérimenter le fait de n'avoir aucune reconnaissance à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y avait une retraumatisation par le système qui ne peut pas les protéger et qui par conséquent se protège lui-même et se construit à leurs dépens. Et elle a donné ensuite des pistes thérapeutiques sur comment vivre comme après. Elle a parlé premièrement de la reconnaissance, ensuite de la transformation. Elle a parlé premièrement du fait de reconnaître le traumatisme, deuxièmement de transformer cette mémoire traumatique en mémoire thérapeutique à l'aide d'un objet métaphorique, et enfin, en troisième, de remailler les liens et la narration transgénérationnelle. C'est-à-dire de pouvoir procéder à une certaine affabulation au sens de recours à l'imaginaire, à la métaphore, au dessin. Tout ça pour pouvoir faire émerger un nouveau récit qui doit être porteur d'une réinscription renarcissisante. Après, il y a eu une intervention qu'à titre personnel, j'ai trouvée passionnante. C'était l'intervention de Vera Licage, qui a amené toute son expertise, et notamment au niveau de l'approche narrative. Ce serait impossible de vous résumer son intervention, mais elle a notamment donné des formules narratives qui peuvent être pertinentes pour pouvoir accompagner les victimes de traumatisme. Elle a élaboré comment construire une narration qui permet de prendre position avec cette idée qu'il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse, et que la souffrance est l'hommage aux valeurs blessées, comme disait Michael White. Et pour terminer cette journée, nous avons eu une super intervention de Sandra Billy et d'Annick Petiot, qui ont notamment pu parler de leurs interventions dans des cas de crise, notamment comme c'était le cas dans le contexte des attentats du 22 mars 2016. Donc elles ont abordé de quelle manière est-ce qu'on peut faire des interventions collectives post-immédiates dans les cas de traumatisme collectif, comme c'est le cas pour les attentats. Elles ont parlé un petit peu de ces espaces dits de débriefing, mais également de quelle manière il y a effectivement l'accompagnement des personnes en contact direct et les victimes, qui est hyper important, mais également en deuxième ligne les équipes soignantes, les intervenants qui ont accueilli ces personnes directement. Parce que c'est là un aspect du problème qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que toutes ces équipes soignantes qui sont intervenues directement après des crises, des attentats de cette ampleur, ont vraiment pu subir des traumatismes importants. C'est ce qu'elles appellent un traumatisme secondaire, c'est-à-dire qu'on se met à éprouver des symptômes post-traumatiques issus du traumatisme de nos patients. J'ai notamment, dans cette deuxième journée, eu la chance de pouvoir réaliser une interview d'Edith Goldbetter-Mehrenfeld. Voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à me suivre durant cet événement à Bruxelles. Il y en aura plein d'autres, j'espère avoir la chance de pouvoir vous croiser lors de ces différents événements. Le prochain grand congrès que j'ai en tête, c'est celui qui se tiendra à Assise pour les 80 ans de Maurizio Andolfi. Pour celui-là, comme pour les autres, je vous inviterai également à pouvoir vivre cette expérience de l'intérieur à mes côtés. N'hésitez pas à m'envoyer dans les commentaires toutes les suggestions qui pourraient être les vôtres sur les événements dont vous entendez parler, que vous aimeriez qu'on puisse suivre sur la chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt, et en attendant avec impatience de vous retrouver, prenez bien soin de vous.